Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. En 15 ans à peine, Claude François a enregistré des chansons que l'on entendra sans doute encore dans plusieurs siècles. Être l'idole des filles ne l'a pas empêché de demeurer pour d'autres un mal-aimé. Et 46 ans après sa disparition, vous rétablissez son image dans un livre. Bonjour Olivier Delaveau. Bonjour. Alors vous avez écrit un livre sur Claude François, mais des biographies de Claude François, il y en a des centaines. Mais là, vous avez fait quelque chose de différent, l'intelligence populaire en chanson aux éditions du Rocher. On va donc évoquer Claude François à travers ce livre et les dates que j'ai trouvées dedans qui sont très différentes de celles qu'on évoque d'habitude. Vous êtes, je crois, musicologue, spécialiste de chansons françaises ? Oui, on peut dire ça. Enfin, je suis musicien, je suis trompettiste. Voilà. C'est un instrument qui est très exigeant. Et Claude aimait beaucoup les trompettistes parce qu'il savait que c'était les leads, des conducteurs. Alors, on va évoquer justement le parcours de Claude François à travers des dates et à travers ce que vous racontez. Alors, il y a une date que j'ai trouvée étonnante dans ce livre qui est publié aux éditions du Rocher, Olivier Delaveau, c'est le 19 mars 1955. C'est le premier trophée de Claude François. Il participe à un concours interscolaire et il représente le lycée français du Caire et il gagne le 1000 mètres. Il a la médaille, effectivement. Et sa sœur, Josette. C'est Josette, oui. Ouais. Et je lui raconte bien Claude a reçu des mains même de Nasser la médaille. Et ce qui est fou, c'est que un an après, Nasser fout la famille François dehors. Voilà, c'est extraordinaire. Mais en même temps, il courait déjà, Claude François, à l'époque. C'était déjà, il vivait à 300 à l'heure. Il a toujours vécu à 300 à l'heure, à tel point qu'en 71, il y a une chanson qui s'appelle « Et je cours, je cours ». Exactement. Alors, il est né donc en Égypte le 1er février 1939 à Ismaïlia. Et d'ailleurs, il va rendre hommage à ce pays à travers une chanson qui est l'une de ses dernières. Alexandrie, où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit. C'est vrai qu'Alexandrie, l'Égypte, c'est le point commun. D'ailleurs, il m'a dit un jour, Claude François, cette chanson est très belle, mais j'ai pas tout compris dans les paroles d'Étienne Rodagil, mais je l'aime quand même. Oui, il y a une séquence où il dit ça aussi, et il vous l'a dit, c'est que Rodagil est un peu, entre guillemets, un peu ésotérique comme parolier, parce que c'était le parolier un peu emblématique de Julien Clerc. Oui. Et si je puis me permettre, Claude François, entre guillemets, a été un peu accepté par une frange, on va dire, de l'élite. Hein. Oui. Ah oui, mais il a le parolier de Julien Clerc, Rodagil. Ah, alors on peut peut-être l'écouter. Tout d'un coup, pour beaucoup de gens, élitaires en gros, il est devenu acceptable parce qu'il y avait Rodagil derrière. Au départ, Claude François ne devait pas être chanteur. Il avait un père aimé qui était ingénieur à la compagnie du canal de Suez. Et il avait toujours dit « Mon fils, un jour, me succédera ». Oui, et ça, c'est un drame. Le drame du père et du fils, c'est que le aimé François, c'est dingue, hein, le mal-aimé. En plus, il y a une résonance extraordinaire. Aimé François voulait que son fils soit ingénieur ou employé de banque ou qu'il ait un salaire sûr dans un bureau. Et lui, non, c'était la musique, c'était la musique dans le sang. Oui. Le rythme dans le sang, appris dans les ruelles égyptiennes, avec ses petits copains, il tapait sur les tarboukas et tout. Et c'était déjà, le batteur de jazz était né en Égypte, finalement. Et son père, il voyait pas ça du tout. Oui, complètement. Et Claude François a eu une enfance dorée jusqu'au départ en France. C'est-à-dire que l'Égypte, jusqu'à 17 ans, c'était vraiment s'amuser, faire la fête, faire des farces. Beaucoup de farces qu'il a reproduites après dans beaucoup de tournées en France. Hein. Il y avait 3 grandes équipes de farceurs en France, si je puis me permettre, parce que c'est difficile. Il y avait l'équipe Claude François, c'était des farceurs invétérés, mais comme farceurs invétérés, ils faisaient des concours avec l'équipe de Richard Anthony et d'Hallyday. Hein. Ouais. Là, quelle farce faisait Claude François ? Dans des hôtels, il y avait des trucs de fou jusqu'à pas d'heure. Ça finissait souvent par des tartes à la crème jusqu'à 5h du mat partout. C'était du délire, quoi. Et il déboulait dans les villes. Tiens, il y a l'équipe de Vartan qui passe, on va aller foutre le... Enfin, c'était des musiciens, c'était des nomades du spectacle. Parce qu'à l'époque, c'était beaucoup de tournées, beaucoup de scènes. Ils adoraient ça. Et bien sûr, à côté de ça, il y a toute une frénésie de vivre, en fait. Et d'ailleurs, c'est très lié un peu aux vrais musiciens de rock et de jazz, hein, ce genre de vie-là. Oui, mais que ce soit Michel Sardou, Johnny ou Jean-Jacques Debout, il y a des hôtels qui ne voulaient plus les recevoir tellement disons qu'on va dire qu'avec Sardou, c'était un peu plus calme quand même.
Oui. Tout juste. Tout juste, oui. Mais c'est vrai qu'ils étaient tous très, très remuants. Le mot est à la fois faible, mais néanmoins juste. Alors, il se trouve que Claude François, au départ, voulait faire du piano, mais son père voulait qu'il fasse du violon, Olivier Delaveau. Oui, alors, il y avait... c'est une position sociale, le violon. Oui. Et son père, ça rejoint un peu à l'exigence qu'il avait que son fils soit dans un bureau ou ingénieur. Il fallait prendre le violon parce que c'est une position sociale, c'est comme un statut. Et l'autre, non, c'était le piano, parce que il commençait à avoir dans l'oreille des pianistes de jazz. Il avait peut-être dû entendre Fats-Waller jouer du jazz. Donc ça s'est mal passé pour Claude, et il a été obligé de jouer du violon. Et surtout le solfège, apprendre le solfège. Oui. Et surtout, il s'est retrouvé en pension juste en face de la station de radio du Caire. Alors ça fallait le faire, parce que, non mais franchement, là, il se passe des trucs. Voilà, on l'éloigne là, on le fout en pension pour qu'il s'éloigne de la musique, et paf, l'immeuble en face diffusait des musiques américaines. C'était la station du Caire. Et puis finalement, lorsqu'il vient en France, quand son père n'a plus rien, puisqu'ils ont tout perdu en quittant l'Égypte, il va commencer à se lancer dans la musique à Monte-Carlo, Claude François. Oui, alors il s'est fait connaître, un travail acharné quand même, hein. Il s'est pris des cours, me semble-t-il, j'étais pas là pour le voir, mais franchement, de batteur. Oui. Des cours de chant pour la respiration. Des cours de yoga aussi. Des cours de yoga, parce que, en fait, ça rejoint le travail sur le chant, du souffle, du chant, et c'est le même travail, en fait, pour les gens qui font des cuivres. J'en sais quelque chose. Et en fait, il avait ça, déjà. Il avait cette respiration, et en plus, c'était un coureur de fond. Il le chante dans 17 ans, hein. Et donc, tout collait, tout se rejoignait pour que ça se passe hyper bien. Il avait son passé de taper dans les ruelles d'Égypte avec les enfants de son âge. Il avait le souffle, il avait la voix, il avait tout pour que ça fonctionne. Et il débute dans l'orchestre d'Aimé Barelli, qui était à Monte-Carlo. Et il faut dire qu'Aimé Barelli, qui était un grand chef d'orchestre, était à Monte-Carlo. Pourquoi ? Parce qu'il avait des dettes de jeu. Et en travaillant là-bas, il payait ses dettes de jeu. Et puis il se retrouve ensuite dans un orchestre à Juan-les-Pins. Et là aussi, il y a une formation avec laquelle il a fait un disque, je crois, c'est les Gamblers. Ah, les Gamblers d'Olivier Dexpax. Écoutons. Et sur la pochette du disque, on voit Claude François en fond. Hein. Oui, Claude François Toumba derrière. Alors quelquefois il tape et quelquefois on le voit, ça, parce que sur la pochette de photo, on le voit au fond à gauche de la pochette. Oui. On sent qu'il fait un chœur. Il est comme ça, et on sent qu'il fait les chœurs, il fait une contrevoix, parce qu'il ne peut pas s'empêcher de chanter. Il y a Olivier qui chante devant, qui est beau comme Alain Delon, hein. Oui. Quand on voit la photo d'Expass à l'époque, et le Claude il est derrière, il dirait j'aimerais bien y aller. On le sent, ça. Enfin, moi je le sens. Mais oui, bon, mais on le sent. Et d'ailleurs, Olivier Dexpax avait été élu meilleur guitariste de France. Ouais. Il avait fait les Gamblers, qui était une idée d'Eddie Barclay pour ouvrir des boîtes de nuit, comme le Papagayo. Et d'ailleurs, c'est au Papagayo, je crois, que Claude François a rencontré Brigitte Bardot et lui a appris le Madison. Voilà, elle a appris à danser le Madison. Enfin bon, c'était une opportunité aussi de contact. Et Claude déjà plaisait beaucoup. Oui. La Calas l'avait remarqué. Oui. Et c'est le petit blond qui chante bien là, les chansons d'Aznavour ou de Beko, en toute innocence. Hein. Et puis Bardot l'a apprécié. Et puis il y avait Sacha Distel qui est un grand guitariste de jazz, qui l'a vraiment aidé avec Régine. Il se baladait dans Saint-Tropez. C'était un trio qui était connu comme le Loup Blanc à Saint-Tropez. Hein, oui. Et à l'époque, le Madison était une danse créée par Billy Bridge, qu'on a totalement oublié. Ouais. Et alors que c'est lui qui l'a lancé, qu'aujourd'hui encore, on danse le Madison. Et c'est vrai que Claude François, Bardot l'aimait bien, il disait ce garçon blanc dansant comme personne. Ce garçon blond dansant comme personne. Et Bardot était, elle voyait loin et clair, enfin, parce que si je puis me permettre, beaucoup plus tard, sur le tarmac du Bourget, c'est le directeur artistique de Claude de l'époque, Guy Florian, qui m'a dit ça. Il m'a dit il y avait Michael Jackson et Claude sur le tarmac du Bourget, c'était en 76-77. Les Hermès Jackson étaient là, je ne sais plus pourquoi, j'étais pas là, bon. Et on ne sait pas pourquoi, il y a Michael Jackson et Claude qui discutent sur le tarmac du Bourget, les Jets attendaient, et ils ont discuté, puis ils se mettaient à faire des pas de danse. Oui. Ouais, bon, ils dansaient. Puis Guy me dit, après, il y a Jackson qui vient vers moi, il me dit, dis donc, ton patron, heureusement qu'il n'est pas au stade, sinon il sera au chômage. Magnifique. Et pourtant, ça a mal démarré pour Claude François avec la première chanson.
Le nabout, le nabout, c'est la danse que vous appelez le twist. Le nabout, le nabout. Le Naboo Twist par Coco, premier livre de Claude François, culte aujourd'hui parce qu'on le recherche partout, mais qui n'a pas marché du tout, Olivier Delaveau. Pas du tout. Il était très déçu, il était amer. Alors Jean-Jacques Silcher, qui était, enfin, des directeurs artistiques comme ça, on en fait plus beaucoup, oui. à mon sens. Hein. Il dit ouais, c'est un échec, mais bon, Dilcher disait après, le type il s'accroche. On sent on va continuer parce que j'ai jamais vu un type s'accrocher comme ça, persévérer, vouloir absolument faire quelque chose. Et puis en plus, il faut savoir qu'à l'époque, on a fait Naboo Twist, c'était la fin, je crois, de la guerre d'Algérie. Oui. Il y avait une ambiance, entre guillemets, un peu réconciliation. Et il y avait donc, dans le Naboo Twist, il y avait quelque chose proche de l'Algérie. Donc, c'était allier le twist qui vient de l'Amérique avec l'Algérie, la fin de la guerre d'Algérie. Donc, c'était une ambiance pour un petit peu, réchauffer dans le bon sens, c'est l'ambiance, quoi. Voilà, la réconciliation. Voilà, oui. Il y a d'autres dates importantes dans la vie de Claude François que vous avez évoquées dans ce livre, dont une, le 8 décembre 1966, dont on va parler dans quelques instants sur Sud Radio avec Olivier Delaveau, et évoquer Claude François. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Olivier Delaveau. Il y a 46 ans, à quelques jours près, Claude François nous quittait. Vous avez fait un livre, L'intelligence populaire en chanson, aux éditions du Rocher. Ce n'est pas une biographie, mais une évocation de l'homme. C'est quand même très différent des centaines de livres qui existent sur Claude François. Et donc, vous évoquez dans ce livre plusieurs dates, dont le 8 décembre 66, l'Olympia avec les Claudettes pour la première fois. Et ça a été un événement. Alors, c'est un événement énorme. Et la jeunesse, c'est un petit peu... Claude François est dans une chambre à Londres, mais ça mérite réflexion parce qu'avant, il avait rencontré quelqu'un qui s'appelle Michel Bourdet, qui avait pu rentrer à Europe 1, ses vieilles copains, enfin tout ça, l'ambiance, ses vieilles copains. Qui était un artiste qui dessinait. Voilà, grâce en fait à Richard Anthony, oui. Qu'il avait rencontré dans l'ouest de la France, sur Nantes, je crois. Il dessinait et Richard a dit « Ah, j'aimerais bien que tu me fasses un portrait ». Il a fait un portrait hyper bien, Richard a adoré. Et un jour, Michel Bourdet se retrouve dans les couloirs d'Europe 1. Vous savez, les copains, non, je crois que c'est Europe 1, oui. Pardonnez-moi. Et... alors, le Claude y passe, genre 17h, c'est les copains, il devait être invité, ou il devait voir un copain, une copine, bref. Et puis, il y avait le carton à dessin, Michel était dans le couloir, je sais pas, avec son carton à dessin, puis il y avait un truc qui dépassait, c'était le portrait de Richard. Et alors, Claude, il regarde, il dit, mais... Parce que Richard, c'était son principal concurrent avec Hallyday. Il ne faut jamais oublier que le journaliste de Salut les copains, Éric Vincent, et à l'époque, les journalistes de Salut les copains, c'était des grands journalistes. Oui. Moi, je me souviens, il y avait des vrais articles de fond et tout. Et Éric Vincent dit, Claude François vient d'arriver, il a une idée en tête, c'est se hisser au niveau d'Hallyday et d'Anthony, ce qui n'est pas rien. Oui. Et il voit le portrait de Richard, il dit, je veux le même. Parce qu'il est bien, moi je veux le même. Du genre, attends, c'est moi l'idole, t'es gentil, tu me fais le même. Hein. Parce que le Claude, c'était ça. Donc Michel lui a fait le portrait, et ça s'est bien passé. Après, ils se voyaient pas tous les jours, mais ils étaient copains de loin en loin, quoi, des relations de boulot, machin. Et puis, un jour, il y a, entre le dessinateur des pin-up de Louis Aslan, Alain Aslan, et puis Michel et Claude, il y a eu des connexions. Et ils ont eu l'idée de dessiner des filles pour... Claude disait, ça serait bien, parce que j'aimerais bien dessiner des danseuses, des pas de danse, des chorégraphies, pour voir ce que ça donnerait. Parce qu'il avait déjà en tête ça. Puis après, quand il a vu Otis Redding dans une chambre à Londres, le premier show Otis Redding à Londres, il a vu 3 danseuses autour de lui. Il se dit, mais voilà, c'est ça que je veux. C'est genre l'inspecteur Boal, mais oui, mais c'est bien sûr. Et donc les Claudettes sont arrivés comme ça avec Solange Fitoussi, que lui avait présenté Nicole Croisille, qui dansait au Bilboquet. Et donc, rendez-vous au Bilboquet entre Nicole Croisille et Solange. Et tout de suite, Solange, elle le dit elle-même dans Claude François Magazine, s'est défoncée pour convaincre Claude de l'employer, puis ça a marché, et les Claudettes sont nées là. Mais ce qui est très important, c'est que les premières Claudettes, officiellement, sont arrivées en France sur scène, comme vous le dites, à juste titre, hein, très bien, en décembre en 66, c'est l'automne 66, hein, et sur la chanson « J'attendrai ». Ouais, exactement. D'après le Rachel Beezer des Four Tops, et c'était le carton qui a battu tout le monde, même Hallyday. Non, mais c'est très important de souligner ça. C'est très important. Parce qu'on dit Hallyday. D'accord, je veux bien. Mais souvent, Claude et Richard vendaient plus que lui. Oui.
Et ça, c'est vrai que quand on voit Claude François avec les Claudettes derrière et des pas réglés, mais ce qui était étonnant, c'est que quelquefois il les insultait parce qu'il avait des yeux derrière la tête, elle faisait un pas de côté, c'était terrible. Il avait des yeux partout. Je ne veux pas demander, j'allais dire demander à ce pauvre Tiki Olgado, le pauvre, il n'est plus là, mais Tiki, quelquefois, il était terrorisé. Et vous savez, un pied une fois, il paraît qu'il lui a cavalé après Boulevard des Capucines. Parce qu'ils s'étaient gourés dans le déroulement du fil du micro, enfin une histoire de. Mais il avait des yeux partout. Mais voilà, c'est lui. Il y avait peut-être des excès, des trucs. Mais moi, je dis que quand les gens qui ont travaillé, qui ont eu la chance de travailler avec un type pareil, avec un artiste de cette nature, de cet acabit, même si quelquefois c'était très dur, qu'il était très difficile et quelquefois injuste, l'être humain n'est pas parfait. Eh ben, ils ont eu de la chance. Et vous savez que... Parce qu'ils ont appris des trucs inouïs. Ah mais complètement. Et d'ailleurs, il apprenait à tout le monde, il était exigeant, à tel point qu'il faisait des concerts, quelquefois il se retournait pendant le concert pour insulter ses musiciens parce qu'il y avait une fausse note. Ouais. Personne n'entendait dans la salle tellement le bruit était fort. Ah ouais, c'est fou. C'était étonnant. Les connaisseurs savaient, quand ils se retournaient, ils savaient que c'était pour passer une avoine à un type. Voilà. Mais quand ça allait très loin, le lendemain, le gars, il recevait une bouteille de champagne. Hein. Exactement. Ça se rabibochait. Et il a été aussi très, très, très clair et très exigeant dès le début, en voyant une jeune femme qui lui avait écrit une traduction d'un texte, Made to Love. C'était rien que notre amour, ça lui disait rien. Et cette jeune femme l'a aidé à écrire cette chanson. Elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour. Premier succès de Claude François, Olivier Delaveau, 17 045 tours par jour. Oui. Et Evelyne Bugui donc, est déterminante dans cette chanson. Oui, parce que en fait, donc Claude avait connu Jean-Jacques Tilchet qui était chez Philips sur le label Fontana. Hein. Mais bon, et en fait, il fait écouter cette chanson et dit Claude, il dit je veux ça. Non, c'est Claude qui arrive un jour, pardonnez-moi, je voudrais faire l'adaptation de ce truc-là, c'est les Everly Brothers, Made to Love, bon. Et en fait, donc ils ont mis Evelyne sur un texte. Evelyne Bugui était la fille d'un grand parolier aussi. Géo Cogé, qui a écrit entre autres J'ai deux amours. Voilà, bon. Et la filiation est là, hein. Et elle lui donne un truc qui s'appelle Rien, rien, rien. Alors l'autre est là, rien, 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 ou c'est quoi ça? Et il dit à Evelyne, il a le culot de dire à Evelyne Bugui, lui qui arrive tout jeuneau, parolière confirmée, dis donc, il est venu chez lui le soir, oui. Chez elle, pardonnez-moi. Elle était là avec son mari, et l'arrangeur Chevalier. Hein, Christian Chevalier. Voilà. Et lui dit, non mais voilà, je trouve que ça sonne pas bien, il faut que ça sonne comme une cloche, comme les belles, parce que le B, la labiale, hein, le truc, ça sonne, et comme les cloches, et il dit, il faut belle. Et l'autre, elle était sidérée, elle a dit, ok, j'ai compris, on fait ça. Et ça a marché. Et en fait, il y a autre chose aussi. C'est que Lucky Blondeau, c'était prévu pour Lucky Blondeau, oui, qui avait déjà marché avant. Et puis, bon, on lui a fait comprendre que, bah non, attends, essaye de, voilà. Je ne sais pas comment ça s'est passé. J'étais pas dans les couloirs chez Fontana. Mais il a dû ramer pour avoir parce que Lucky Blondeau avec une petite notoriété quand même. Et lui, il l'avait pas encore. Ouais. Il a arraché l'affaire. Hein. Ouais, il s'est débrouillé. Et d'ailleurs, cette année-là, cette année de son succès, il l'a chanté. Cette année-là, à cette époque-là, Olivier Delaveau, certains disent Claude François, c'est un feuille de paille qui ne durera pas, comme Johnny. Oui, c'était un peu l'époque pré-disco, je crois. On commençait... Déjà dès le début, on dit mais ce type qui danse sur scène, les filles se pâment devant lui, ça ne durera pas. Et c'est raté de ce côté-là. Ah ben complètement, c'est raté depuis... De toute façon, on disait ça déjà en 64-65. Oui, mais c'est ça, cette époque-là. Après déjà l'énorme numéro 1 de l'été 64, moi ça m'a marqué, j'y pense et puis j'oublie, on a dit, bon bah lui c'est fini. Donc c'est pour ça c'est Lederman qui lui a dit, attends Claude, faut se renouveler, parce que tu vois, il y a Johnny, il y a Richard, il y a des nouveaux qui vont arriver, ils vont peut-être être très bons, il va falloir que tu restes sur l'affaire, sinon... Donc on revient à nos chères Claudettes, hein, oui. Voilà, mais c'est vrai que souvent par période on disait ça. Voilà. Et en même temps, il s'est débrouillé avec les filles. Il se jetait dans la salle quelquefois à la fin d'un concert, et les gardes du corps le retenaient, le sauvaient. Bah, il le sauvait parce que c'est vrai qu'il a pris des risques quand même. Il y a une photo, on le voit, il plonge comme ça. C'est bon.
Mais il savait qu'il y avait un parterre de filles. Et puis, alors, à cette époque-là, il y a une chanson aussi qui est un succès. Je crois que c'est son premier Grand Prix de l'Académie Charles Cros, qu'il partage avec Nana Mouskouri et Sheila. Cette chanson, c'est un classique aussi. Si j'avais un marteau, je cognerais le jour, je cognerais la nuit, j'y mettrais tout mon cœur. Là aussi, c'est un classique de Claude François. Et là aussi, c'est une chanson américaine. Il avait le sens des chansons américaines qu'il fallait ramener en France. En fait, l'ADN un petit peu, pour faire court, de la musique de Claude, au départ, c'est le jazz. Et ce qui vient des Amériques, d'Amérique du Nord surtout. Et bon, déjà, avant d'être connu, il parlait de Nat King Cole, de Sinatra, de tous ces gens-là, des jazzman, des Harold Garner, tout ça. Et si vous voulez, pour lui, les racines sont américaines au départ. Il ne trouvait pas les bons compositeurs. Il y a une seule chanson française à l'époque qui est passée au départ pour une chanson américaine, à cause de la suite d'accords, ces pauvres petites filles riches. Oui. Quand on entend la suite d'accords de pauvres petites filles riches, on se dit, tiens, encore une adapte. Or non, c'est une musique d'Hubert Giraud. Oui. Mais c'est Do, la mineur, fa, sol. La suite, c'est l'Anatole classique des slow américains. Mais néanmoins, c'est une musique française, voilà. Mais il avait ça et puis tout le monde faisait ça, parce que quand on dit aujourd'hui, oui, Claude François, il faisait que des adaptations, il recopiait, puis c'était pas terrible. Attendez, il avait des auteurs excellent, moi, que j'appelle à un moment dans le livre des paroliers littéraires, parce que quand on s'appelle Vin Bugui, Pierre Delanoë, Jacques Plante ou Eddie Marnet, ou Gilles Thibault, excusez-moi, c'est du très haut niveau. Voilà. Et le haut niveau, il l'a conservé, on en parle avec une autre date, le 14 septembre 1974. À tout de suite sur Sud Radio avec Olivier Delaveau pour parler de Claude François. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Olivier Delaveau. Claude François nous a quittés voici 45 ans cette semaine et vous avez publié un livre, L'intelligence populaire en chanson au Rocher, un livre qui n'est pas une biographie, je le répète, et c'est assez rare pour être signalé, et vous évoquez Claude François tel qu'il est à travers ses chansons. Et le 14 septembre 1974 c'est une date qui figure dans votre livre parce qu'on voit Claude François dans le palmarès des chansons dans une interprétation totalement inattendue. Alors Claude François chantant Satisfaction de Rolling Stone, qui est né d'ailleurs cette chanson. Keith Richards avait une insomnie une nuit et il savait pas quoi faire, donc il attrape sa guitare sèche, il déclenche son magnétophone, Mick Jagger met des paroles dessus et c'est la première chanson, le premier rock contestataire. Voilà. Oui, et vraiment, moi je me souviens, après enfin que j'ai entendu ce morceau, j'étais dans une 4L en 65, vers Saint-Leu-la-Forêt. Et Claude François... et genre, ça m'a... Et non, je me suis dit, là, il se passe un truc dans le monde, là. Et tout le monde a pensé ça, parce que le Help des Beatles, là, était un petit peu coiffé au poteau, quand même, à l'époque. Mais franchement, que Claude fasse ça, je suis pas étonné. Parce que, en fait, pour moi, et peut-être pas pour tout le monde, je trouve qu'en fait, chacun a son Claude François. Ouais, le mien, c'est 62, les années 60, et ce genre de truc, parce que lui, il était là, vraiment là-dedans. Lui, je vois plus Joe Tex, Otis Redding, Wilson Pickett, un truc. Après, bon, il fallait faire la chanson française. C'est pas du tout par rapport à la chanson française, j'ai pas de problème avec ça. J'adore la chanson de toute façon. Mais il était, je trouve, habité par ça, plutôt que par ce que j'appelle parfois, peut-être un peu durement, on me l'a reproché, mais bon, la variété variétoche. Voilà. Alors, la variété variétoche, il a quand même surpris quelquefois, notamment à ses débuts avec cette chanson. Un jouet extraordinaire, avec de gros yeux verts. Je l'ai pris dans mes bras, mais quand je l'ai posé par terre, il faisait... Alors ça a été un succès. Adolescents, on chantait tous ça. 66, je crois. Oui, exactement. On chantait tous cette chanson, qui était un événement. Parce que Claude François chantant le jouet extraordinaire, on s'y attendait pas. Mais il y avait le rythme. Il y avait un rythme, il y avait l'accompagnement un peu aux cordes pincées, qui fait un peu penser au clavecin qu'on trouve qu'on entend dans les cirques pour les enfants. En fait, ça vient du folk singer Tom Paxton, Marvelous Toy, et c'est une chanson qui
qui n'a pas de frontières. Et à tel point, je vais vous dire, je crois bien, il me semble, que Juliette Gréco l'a enregistré. Oui, et beaucoup de gens l'ont enregistré. Et il a inventé aussi le premier album concept pour les enfants, Le Monde extraordinaire de Claude François. À l'époque, personne ne le faisait. Personne. Non, mais très sérieusement et sans... Alors, c'est pas parce qu'on est là, on parle de Claude, non, mais parce que c'est vrai, il a innové énormément de choses. D'ailleurs, Thierry Leluron a essayé de l'imiter en faisant un album Thierry et les petits lapins pour les enfants, et ça n'a pas marché. Il n'y avait que Claude pour faire ce genre de choses, malgré le talent de Thierry Leluron. Parce que quand Claude chantait « La vie est une fleur sauvage » et que Leluron, dans une imitation, fait « Je me démène comme un sauvage ». C'est autre chose. Alors, il y a les succès qui s'enchaînent, et finalement, il a créé sa propre maison de disques, et vous racontez dans ce livre, Olivier Delaveau, que Michel Bourdet, donc dont on a parlé, a empêché Claude François d'appeler cette maison de disques Belle. Oui, alors justement, un jour, ils se recroisent là, parce que les Claudettes étaient là, ça avait marché, super, c'était l'idole était à fond, hein, et il parlait qui voulait Michel, je vais faire ma boîte, je vais faire mon label, comme ça je pourrais produire des gens, faire vraiment ce que je sens. Et le directeur artistique qu'il avait pris donc à l'époque, c'est Michel Poulain. Et avec Poulain, ils ont fait des belles choses, hein. Quand on a tous les disques de l'époque, même les faces B, même les fonds de 33 tours. J'ai bien dit 33 tours et pas d'album. Il y avait des perles magnifiques et comment dirais-je, il devait l'appeler Belle, cette maison. Oui, Belle. Alors Michel Bourdet a eu un éclair de génie tout d'un coup, parce qu'il dit, attends, fais gaffe, si tu dis Belle, tu sais que tu as des détracteurs, critique ta voix, bref, ils peuvent dire, Claude François, qu'est-ce qu'il fait? Il belle, verbe bêler, hein. Ouais. Alors attention, et l'autre, il a percuté là-dessus, Claude François, parce que esprit très vif, il s'est dit... c'est pas faux ce qu'il dit là. Et c'est Jean-Marie Perrier qui a trouvé le mot flèche, parce que Jean-Marie dit ça te va très bien, tu pars en flèche, tout va très vite. Donc flèche, ça te va très bien, et flèche est né comme ça. Et heureusement, au départ, qu'il y a eu Michel Bourdet pour dissuader Claude d'appeler ça Belle. Hein. Voilà. Et Jean-Marie Perrier, c'est lui aussi qui a trouvé le surnom de Clo-Clo. Oui, c'était un surnom affectif et il s'entendait bien avec Claude. Hein. De toute façon, c'était... Heureusement qu'il était là, celui-là. Enfin, je sais pas. Il a toujours été là. J'ai croisé 2-3 fois, mais franchement, et quand il dit la façon dont ça se passait à l'époque, il n'y avait pas 50 communicants entre les artistes et le public, que c'était des jeunes gens qui étaient bourrés de talent, qui avaient envie de dévorer la vie, qui voyaient les choses toujours bien comme il faut, quoi. C'était pas c'était des gens talentueux et simples. Alors, il se trouve que Flèche a donné les Fléchettes, qui étaient les choristes, qui ont ensuite travaillé avec Dorothée tout au long de sa carrière. Les Fléchettes, elles ont accompagné Dorothée quand Claude n'était plus là. Ah, j'en apprends une belle, bravo. Alors, les moments de calme de Claude François, c'est ce fameux moulin à Danemois qu'il a un jour acheté, avec une maison avec piscine, des arbres centenaires. Ça a été son refuge, je crois, Olivier Delaveau. Il avait besoin de ça. C'était pas possible pour lui parce qu'il avait l'appartement déjà à Exelmans. Mais il avait besoin de... Cet appartement où dans l'escalier, il y avait des fans qui l'attendaient en permanence. Oui. Voilà, c'est bon. Mais il avait déjà ça, et là, où il a... Bon. Mais il avait besoin d'un refuge loin de Paris, parce qu'il courait beaucoup. Il y avait un grand parc, il y avait des arbres. Il courait très tôt le matin, ou peu importe, il courait tout le temps, parce qu'il fallait qu'il fasse beaucoup d'exercices physiques pour la scène, hein. Et là-bas, il retrouvait ce qu'on appelle un peu son centre. Il revenait au calme. Oui, et il recevait beaucoup d'amis le week-end, et ses amis, il y avait toujours un petit cadeau dans la chambre. Toujours. Il y avait la meilleure cave de Paris, alors qu'il ne buvait pas de vin. Voilà. Il y avait des cigares pour tout le monde, alors qu'il ne fumait pas. Il avait la meilleure cave là-dessus, comme vous dites, et tout Paris était au courant de ça. Mais alors lui, il buvait pas, il fumait pas. Voilà. Mais vous savez quoi, le point commun avec Brel, et moi, parce que je retrouve des points communs pour d'autres choses dans les chansons, c'est que il buvait un petit coup de schnapps ou de cognac avant d'entrer sur scène. Toujours. Ouais. C'est tout. Mais Brel, à côté de ça, c'est autre chose. Mais disons que Claude et Brel buvaient un tout petit coup comme ça, parce que le trac, je sais pas, il fallait ça pour rentrer. Vous savez, quand on rentre devant plus de 3000 personnes, faut vraiment
Moi, je retire mon chapeau à tous puis à lui, parce que ce qu'il faisait sur scène au niveau de la danse et tout, fallait oser, quoi. Franchement. Il fallait le faire. Et c'est au bord de la piscine de cette maison de Danemois que est née cette chanson. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi. Alors cette chanson, elle est née comme ça avec Gilles Thibault et Jacques Revaux. Jacques Revaux qui était son musicien et qui est un homme extraordinaire, qui est vraiment un musicien de génie. Alors moi en plus il vient de se passer un événement qui me pousse à vous dire ça. C'est qu'il y a un monsieur qui vient de mourir en Angleterre qui s'appelle Burt Bacharach, qui a donné des titres énormes, qui ont beaucoup été adaptés en français, dont Toute la pluie tombe sur moi de Distel. Et Claude François était numéro 1 avec un titre de Baccarat, avec Quand un bateau passe. Tout à fait. Simplement, pour moi, Jacques Revaux, c'est le Burt Bacharach français. C'est-à-dire que je pense que quand Jacques Revaux prend sa guitare ou qu'il se fout au piano, il y a le bon Dieu qui descend sur le clavier. Hein. Complètement. Ah bah oui, non, mais sinon c'est pas possible. Parce que franchement, là, les mélodies de Revaux, c'est... Oui, et il a arrêté alors qu'il aurait pu continuer, et c'est dommage. Alors, il faut savoir que, comme d'habitude, au départ, c'est un chagrin d'amour. Il avait vécu une histoire d'amour secrète avec France Gall à l'époque. Et il y a une anecdote, quand elle fait l'Eurovision, qu'elle gagne l'Eurovision, elle revient en pleurs sur la scène à la fin. En fait, elle venait de se faire insulter par Claude François au téléphone parce qu'elle avait gagné l'Eurovision et qu'il n'était pas là. Il était jaloux. Bah oui, ça c'est un travers qu'il avait. Bon, bah voilà, c'est... Il supportait pas que celle qu'il aimait, avec qui il partageait sa vie, ait un tel succès, parce que tout d'un coup, son statut de, je sais pas quoi d'ailleurs, de statut de mal dominant, j'en sais rien, enfin bon, peu importe, était remis en question. Et donc, c'est plus moi le chef alors ? Bah alors ça va pas. Voilà. Donc elle s'en va, chagrin d'amour. Cette chanson a un certain succès. Et puis un soir... Il a eu du mal à s'en remettre, vraiment. Ah, oui, beaucoup. Il se trouve que Paul Anka dîne au Moulin de Mougins à Cannes. La nuit, il dort pas. Il entend cette chanson à la radio. Il va prendre les droits. Il va en faire My Way. C'est voilà, comme ça. Paul Anka entend ça. Il écrit le texte. Sinatra l'enregistre en premier, lui-même Anka après, et alors après c'est 2000 versions dans le monde. Je pense qu'on est à 2500, 3000. Hein. Voilà. Alors il se trouve qu'Alain-Dominique Perrin, qui s'est occupé des enfants de Claude François, s'est aperçu avant la mort de Claude François que Claude François n'avait pas réclamé les droits d'édition. Donc il s'est battu pour récupérer les droits d'édition, malheureusement après la mort de Claude, et ça fait vivre les enfants aujourd'hui. Oui, en fait ils ont gardé, ils se sont séparés de beaucoup de titres de catalogue. Oui. Ils en ont gardé quelques-uns, dont, comme d'habitude, devenu My Way. Alors, dans ce livre, j'ai aussi appris, Olivier Delaveau, qu'il y a une autre chanson de Claude François qui a traversé l'Atlantique, et on ne le sait pas suffisamment. Qu'il ne nous reste aujourd'hui plus rien, non plus rien qu'une adresse en commun. Cette chanson, elle est totalement oubliée, Olivier Delaveau, en France, alors qu'elle a eu du succès aux États-Unis, je crois. C'est assez étonnant. C'est une chanson écrite par Michel Pellet et Alain Légovic. Oui. Alain Légovic, futur Alain Chamfort, et Michel Pellet. Là, c'est drôle, c'est... Quand on voit les anciennes télés de Jacques Dutronc, le gars à la batterie, c'est Michel Pellet. Exactement. Et cette chanson est sortie aux États-Unis alors que personne n'en parle. Elle est sortie aux États-Unis par un crooner et elle a bien marché là-bas. Oui. Et personne ne sait qu'il y a eu ça. Et il y a eu aussi Parce que je t'aime mon enfant qui est devenu My Boy chez Elvis Presley. Oui. Donc je veux dire, il y a eu 3 titres de Claude repris en Amérique. Ouais. Mais je crois qu'il s'en fichait complètement. C'était pas son truc. Son truc, c'était d'avancer lui-même. Ah oui, mais ça, oui. Je crois que quand même, quand il a appris que Sinatra chantait comme d'habitude, ça lui a fait un choc. Parce que c'était son idole, enfin bon, quelqu'un qu'il admirait depuis qu'il connaît la musique, depuis qu'il était tout petit, quoi. Mais c'est vrai qu'après, il était tellement haut en France, tellement en haut niveau, que un type qui a repris plus rien qu'une adresse en commun aux États-Unis, ça lui est passé au-dessus de la tête un peu. Alors, il y a eu d'autres choses sur Claude François. Il y a ce livre dont on va parler à travers une autre date. Sa date de sortie, le 18 janvier 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Olivier Delaveau pour parler de Claude François.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Olivier Delaveau. Claude François nous a quittés voici 45 ans. Et le 18 janvier 2023, vous avez publié ce livre, L'intelligence populaire en chanson aux éditions du Rocher, qui n'est pas une biographie de plus, parce qu'il y en a des centaines, surtout par des gens qui ne l'ont pas connu d'ailleurs, en majorité. Et c'est tellement plus simple comme ça. Et vous avez voulu faire un autre livre. Oui, ce dont je me suis aperçu, j'avais fait les premiers dictionnaires en 2003, enfin bon, bref. Le dictionnaire de Claude François, des chansons de Claude François. Voilà, donc la dernière édition a été préfacée par Chamfort. Et en fait, là, c'est tout un autre livre. C'est présenté par Jean, mais en plus, il y a la première moitié, c'est une étude ethnomusicologique, on va dire, pour faire court. Mais c'est un travail surtout sur la chanson, sur la musique, sur les racines du travail, les mains dans le cambouis, la recherche des morceaux, comment les arrangeurs, tout. Et puis aussi ce que veulent dire les chansons, parce que les chansons qui paraissent les plus naïves, surtout pour les jeunes, ou les plus désuètes, sont les plus redoutables à mon sens et les plus intéressantes. Parce qu'il y a un fond derrière. Il y a un fond derrière, je vais vous dire, qui relève. Pour certaines, comme L'Anneau dans la rivière, et une chanson adaptée du Brésil qui s'appelle A. Oui. Le titre original, c'est Fumache, par les Golden Boys. Là, ça va très loin quand même. Et là, on peut ouvrir des livres de psychanalyse ou de philo, franchement, parce que à travers des phrases hyper simples, des segments musicaux magnifiques, il y a beaucoup de choses qui passent. Et je pense qu'il y a des émotions aussi à travers ces chansons-là. Hélas, qui sont passés inaperçus, parce que c'était souvent des fonds de 33 tours. Mais c'est vrai, c'est bien, on connaît les tubes, les années 70, 60, les paillettes, les danses, les chorégraphies, mais Claude François, c'est pas que ça. Justement, vous racontez dans ce livre, Olivier Delaveau, que c'est un personnage dont on ne parle que du costume, hélas. Hélas. Parce qu'il y a autre chose. Il y a autre chose, il y a un vrai musicien derrière. Alors moi, je connais un peu les batteurs de jazz, je peux vous dire que c'est des spéciaux, ceux-là. Oui. Mais quand ils sont à fond, c'est des personnages, et lui, c'était ça. Et quand on a affaire à un gars comme ça, on attend tout le meilleur, en fait. Et moi, je me souviens d'un batteur de jazz qui jouait avec Archie Shepp. C'était dans les années 80, j'allais quelquefois dans des studios d'enregistrement où je voyais des musiciens, moi-même je bricolais un petit peu avec la trompette, et en fait, je parle au batteur, et il avait commencé lui la batterie, et très vite dans le cirque, lecture à vue, quand on voit les partitions de batterie, c'est terrible, et Claude il savait ça, et je peux vous dire que quand on sait lire à vue les partitions de batterie, on va très loin. Ouais. Et on voyait ça, et un jour, ils étaient en tournée avec Archie Shepp en province, et puis le soir, ils avaient fini tôt, ils s'ennuyaient pour parler, voilà. Et tout d'un coup, ils voient une affiche, se voir Claude François, gala, machin. Ah, tiens, on va voir le yéyé, là, pour voir bref, avec tout le mépris qu'il y a de la part beaucoup de musiciens, qui connaissent pas vraiment qui a été Claude. Et il m'a dit, on a écouté, on a été bluffés. On s'est dit, ce gars-là, plus jamais on se foutra de lui. Voilà. Et parce que c'est impossible, parce que ce qu'on a vu sur scène, on ne l'a jamais vu ailleurs. Exactement. C'est pas du jazz, mais en fait, il était en pleine reprise de sound music, des Four Tops, des Supreme, il y avait Stop in the Name of Love, il y avait Choose Beezer, il y avait The Same Old Song des Four Tops, et quand ils ont entendu ça, ils étaient bluffés, ils se sont dit, non mais là on nous raconte des bêtises sur ce gars-là, parce que ce qu'on a vu là, personne ne le dit. Voilà. Et Claude François, justement, il en était blessé, il l'a chanté. Je suis le mal-aimé, les gens me connaissent tel que je veux me montrer. Ont-ils cherché à savoir d'où me viennent mes joies? Voilà, là aussi c'est vraiment autobiographique, même si on s'en rend pas compte au premier degré. Alors ça, c'est une chanson homogénétique, on l'appelle, c'est-à-dire qu'il il chante vraiment ce qu'il a vécu, il chante ce qu'il est. C'est-à-dire que ça, c'est toute sa vie. Oui. C'est une reprise de David Cassidy, ok, Daydreamer, bon, bref. Mais ce qui est important, là, c'est le texte français. Voilà, parce que ce texte n'est jamais là par hasard. Et là, il était malheureux, il souffrait du fait qu'on ne connaisse pas le vrai Claude François. Oui, il se sentait déconsidéré, pour ne pas dire disqualifié. C'est ce que je tente d'expliquer dans le livre Pourquoi et comment. Hein. Et il en souffrait. C'était une vraie blessure. Il se dit quand même, je suis un type normal, je chante, je travaille
comment ça se fait qu'on me prenne pour un baltringue? Exactement. On a ras-le-bol. Alors, il y a eu 2 périodes dans Claude François, et vous les décrivez bien. Il y a eu la période naïve, années 60, et la période paillette, années 70, qui a débuté avec cette chanson. De lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil, c'est quand on est derrière les carreaux. Là encore une chanson que toutes les générations connaissent, et aujourd'hui encore. Celle-là, tout le monde s'en souvient. Ça a marqué la vie de tout le monde. Hein. Et c'est tellement la vie quotidienne aussi de beaucoup de gens. Oui. Finalement, il pleut le dimanche, on va bosser le lundi, il flotte, flûte alors. Et là, avec Jean-Michel Riva, ils ont chopé un truc. Mais il avait l'instinct, justement, Claude François, de savoir quel sujet pouvait intéresser le Moi, public. je vais vous dire, Claude a fait du Delpech avant Delpech. Hein. Oui. Franchement, est-ce qu'il y en a qui passent pour les chanteurs je sais pas, des Delerme, machin. En fait, Claude, c'est un peu le Delerme de la chanson aussi. Oui. Ah bon? Parce qu'il y a des fonds de 33 tours. Quand on entend Les Petites Souris, écrit par Pierre de Hanoé, d'après un titre de Roger Miller, qui a souvent été adapté par Hugo Frey, Roger Miller, c'est un chef-d'œuvre de Philippe Delerme. Et ça, mais il y a des chefs-d'œuvre sont inconnus, mais c'est terrible, c'est terrible. Oui, alors s'il a fait le système paillette, comme vous dites, Olivier Delaveau, c'est parce qu'il fallait bien faire vivre les bureaux et les journaux. Voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Claude, en 67, il crée la Maison Flèche. Donc, ça commence à lui coûter de l'argent, parce que là, c'est lui qui paye la prod, les studios, les musiciens. Après, ça s'agrandit. Heureusement, ça marche, ils vendent des disques. Et puis, à un moment, il s'est dit, moi, je pense que c'est ça. Maintenant, il faut assurer. Parce que tous les mois, j'ai des charges sociales et j'ai des salaires. Si je vends pas de disques, c'est cuit. Et lui, il avait une hantise. C'est de retourner à la pénurie, à la misère qu'il a connue en arrivant en France après s'être fait expulser d'Égypte. Il voulait pas connaître à nouveau, entre guillemets, la misère ou la précarité. Donc, il a vraiment... il faisait tout pour que ça fonctionne. Déjà, il voulait payer des gens parce que ça l'aurait profondément meurtri de s'avouer un échec. Alors, il faut savoir qu'il a créé le journal Podium. Oui. Alors, Podium, au départ, c'était un journal dirigé, qui était fait, je crois, dans le sud de la France. Et puis, Michel Drucker présente Michel Lafon à Claude François. Claude François cherchait quelqu'un pour reprendre ce journal. Et Michel Lafon et Claude François ont fait Podium. Et Claude François a surveillé chaque photo de Podium. Ah bah, il était derrière tout. Il était chaque photo, chaque page. Non, ça va pas, tu me le refais. Celui-là, je le veux pour demain matin, 6 heures. Comment ça, c'est trop tôt, 6 heures? Allez hop, au boulot. Enfin, je veux dire, et les messages, et vous savez, les notes, les fameuses notes, hein, tout ça. Et il était derrière tout. Oui, mais il faisait des notes de service insensés. Moi, j'en ai vu une un jour. Maman, oui. Le camembert était pas bon à midi, que ça ne se reproduise plus. Ah oui. Ah non, mais c'est formidable. C'est un jour, Guy Florian m'a raconté aussi, il était occupé à rafistoler un ampli dans le bureau. C'est rien, vous savez, quelquefois, les amplis, il y a un fil qui se décolle, il voulait faire un nœud avec les fils pour que ça remarche, et il y avait le directeur de la c'est pas du flanc, le directeur de la BBC attendait, et Guy Florian dit à Claude, attends, Claude, il y a un gars de la BBC, non, mais attends, je répare mon fil. C'est Claude François. C'est Claude François. Et quand on allait préparer une émission avec lui, il y avait 3 heures d'attente, et il parlait avec le prévisitateur à portée de la main. En revanche, c'était quelqu'un, moi je me souviens l'avoir croisé la nuit chez Castel quand je faisais la chronique parisienne, il me prenait par la main vers 1h du matin, et il commençait à parler et à raconter l'avenir. Et je me souviens très bien qu'il m'a raconté ce que devenu la télé d'aujourd'hui. Il aurait vécu, il aurait été le patron de TF1. Oui, je pense comme vous. Et franchement, ça me fait plaisir de penser comme vous. Mais en plus, je pense vraiment ce que je vous dis. C'est exactement ça. Et les gens, je pense, très avisés aujourd'hui, très avisés, disent comme vous, c'est-à-dire qu'il aurait été patron de chaîne, il aurait tout fait. Et je vais vous dire une chose, sans doute vous vous en souvenez, c'est que quelquefois c'est les charpentiers. Les carpentiers. Les carpentiers, quelquefois il y a Claude était là, qu'il soit l'invité principal ou non. Oui. Et ça c'est très important. Il y avait un blanc, on ne sait pas quoi faire sur cette séquence, comment on fait, mais attends pour Serge, comment tu fais la caméra, attends, oui, mais il y a l'autre qui vient après, ça va pas, l'enchaînement, ça va pas marcher, si tu fais un panneau, bon, bref. Et puis, on était là, ah bah tiens, Claude, qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est-à-dire qu'à un moment, tout le monde se tournait vers lui. Alors, et l'autre, il arrivait, ah bah attendez, hop, c'était réglé. Alors, et c'est réglé. Alors, il y a aussi des chansons, et il a lancé une expression populaire, c'est « Je tiens un tigre par la queue ». Je tiens un tigre par la queue et ça se voit. J'ai peur, je suis tout pâle
et je perds du poids. Oui, mais si tu partais, je serais si malheureux. Oh oui, je tiens un tigre par la queue. Alors au départ c'est un proverbe chinois, celui qui tient un tigre par la queue ne doit pas lâcher prise, et c'est devenu, Oula. oui, grâce à Claude, c'est devenu une expression populaire. Ouais, c'est fou, hein, parce que et en plus, je me souviens du 45 tours, c'était le 45 tours de C'est moi, c'est moi. Oui. Et en fait, j'étais un tigre par la queue, ça vient de I've Got a Tiger by the Tail de Buck Owens. Mais la chanson a bien marché, c'était une des premières arrivées d'un vrai morceau de country music chez les Yéyés. Parce que Claude, vous oubliez, avec Dassin, il a été un très grand importateur de country music. Exactement. Et de la très bonne. Hein. Oui, ce qui est étonnant, Olivier Delavaux, c'est qu'aujourd'hui encore, dans n'importe quel bal ou l'été sur les pistes de danse, la jeune génération danse sur Claude François. Oui, sur Alexandrie, Magnolia, Rio, Bien cette sûr. année-là, essentiellement. Comment ça s'explique? Il y a la magie, il y a une alchimie entre la voix et le rythme et la couleur des arrangements. C'est unique. C'est unique. C'est unique. Il y a très peu au bout de 45 ans, je me rappelle, au bout de 20 ans quand même, c'est incroyable. Bon, et puis alors après on était là, ah dis donc, tu te rends compte, 30 ans après, bah ouais, 40 ans après, ah bah ouais, puis là on est à 45 ans, bah ouais, on y va. Donc c'est, franchement, moi je pense que dans 10 ans, il est encore là. Oh ben, pendant longtemps. Et il y a une chanson que vous évoquez comme son hymne à la joie, c'est celle-ci. Il fait beau, il fait bon, la vie coule comme une chanson, aussitôt qu'une fille est aimée d'un garçon. C'est un hymne à la joie parce que derrière le personnage triste parfois, il y avait la joie de chanter et d'offrir au public. C'est un très grand mélancolique, mais comme il voulait aller au-devant du public avec la joie et, disons, apporter quelque chose de positif, bien, derrière la mélancolie, il y avait aussi ça. Et c'est vrai que qu'est-ce que c'est bien fichu, parce que quand on connaît, pardonnez-moi, un peu la musique, les partoches, comment on voit, comment c'est arrangé, pourquoi, comment, là, il y a telle guitare qui vient là, c'est les réponses de cuivre viennent à ce moment-là. C'est vraiment une mécanique géniale. Et c'est un travail énorme. Mais oui, mais il a beaucoup travaillé et c'est peut-être pour ça qu'il est encore là aujourd'hui. Bien sûr. Et vous évoquez ce travail dans l'intelligence populaire en chanson aux éditions du Rocher. Merci d'avoir écrit, Olivier Delavaux. Merci de permettre à Claude François de continuer à vivre avec nous depuis 45 ans et que ça continue. Je vous remercie beaucoup. Merci. Vive Claude. Vive Claude. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.